Salah Abdeslam défie la justice. Le procès du seul survivant du commando du 13 novembre a commencé ce matin dans une ambiance tendue. Salah Abdeslam, jusqu'ici, vous le savez, muré dans son silence, a dénoncé une justice anti-musulmane et a refusé de répondre aux questions du juge. Comment dès lors peut se dérouler ce procès? Comment réagissent les familles de victimes? On va faire un point et on va essayer d'analyser ce qui se passe en ce moment avec nos invités. Guillaume Bigot, bonjour. Bonjour. Vous êtes essayiste, auteur d'un livre qui était paru il y a une douzaine d'années maintenant, Le jour où la France tremblera, terrorisme islamiste, les vrais risques pour l'Hexagone. C'était aux éditions Ramsay. Et puis vous venez de publier avec Natacha Polony, notamment, Bienvenue dans le pire des mondes, le triomphe du soft totalitarisme. Il est question d'ailleurs de djihadisme dans cet ouvrage. Driss Saïd Youssef, bonjour. Vous êtes président de l'Institut Léonard de Vinci, spécialiste de sécurité globale. William Olinier est également avec nous de notre service justice. Bonjour. Bonjour Magali. William, Salah Abdeslam donc est jugé à Bruxelles cette semaine pour une fusillade visant des policiers, des faits qui remontent à mars 2016 et s'était déroulé en Belgique. Voilà comment a débuté son audition ce matin. Je n'ai pas envie de répondre, je suis fatigué, a lancé donc le terroriste présumé. On revient sur ce début de procès avec Nancy Rice. Je n'ai pas peur de vous, je place ma confiance en Allah. Les premiers mots de Salah Abdeslam sont pleins de défiance. Encadré par des policiers d'élite encagoulés, le prévenu Abdeslam comparaît libre, sans menottes, assis sur un banc comme le veut la loi belge. Quand on lui demande de décliner son identité, d'emblée il prévient « Je ne souhaite pas répondre aux questions. Mon silence ne fait pas de moi un criminel, c'est ma défense. » Un provocateur, selon les proches des victimes. J'espérais pas tant qu'il parle, mais simplement au moins entendre sa voix. C'est fait. On l'a entendu. Et il parle très bien. Il a du vocabulaire. Il sait ce qu'il dit. Et donc, il a terminé par un petit couplet au nom de Allah. Et puis voilà, c'était sa fin de non-recevoir en fait. De la défiance, du dédain, de l'arrogance quand il se lance dans un discours de propagande. Quelques minutes pour conclure dans une profession de foi que les musulmans sont traités impitoyablement. Puis, Salah Abdeslam se terre dans le silence. Aucun interrogatoire n'est possible. L'audience s'est déroulée un peu comme on l'avait prévu, c'est-à-dire que je ne m'attendais vraiment pas à ce que Salah Abdeslam ouvre la bouche. Ceci dit, il a quand même ouvert la bouche pour dire des bêtises et surtout prouver à quel point il est dans une position à la fois victimaire et de non-reconnaissance de la Cour, etc. Dans la salle d'audience, les mots et les gestes du seul membre encore vivant des commandos du 13 novembre sont scrutés, celui de son complice présumé également. Le procès doit durer 4 jours. Et justement, on va prendre des nouvelles des audiences de l'après-midi. Alexandra Durand, vous suivez ce procès pour nous. Et on en est déjà, Alexandra Guillet, pardon, on en est déjà au réquisitoire. Pourquoi déjà maintenant, alors qu'on l'a vu, ça a commencé seulement ce matin? Eh bien, effectivement, l'audience a repris peu après 13h30 avec quelques points de procédure et puis assez rapidement par le réquisitoire. Il a commencé il y a déjà 1h30 après avoir jugé les poursuites recevables. La procureure fédérale a rappelé que la peine maximale encourue par les deux accusés était de 20 ans. Elle est actuellement en train de revenir en détail sur ce jour du 15 mars 2016, jour où a éclaté la fusillade avec les policiers dans le quartier de Forêt à Bruxelles. Après quoi, la procureure fédérale annoncera les peines qu'elle requiert à l'encontre de Salah Abdeslam et de Sofiane Ayari. Ce réquisitoire n'était effectivement attendu que demain, mais si les choses se sont accélérées, eh bien c'est en raison de l'attitude de Salah Abdeslam ce matin à l'audience. Vous l'avez entendu dans le sujet qui précédait mon intervention. Salah Abdeslam a pris la parole quelques minutes uniquement pour expliquer pourquoi il ne parlerait pas, la voix forte, claire. Il a expliqué que son silence ne faisait pas de lui un criminel, que c'était sa défense. Les musulmans sont jugés de la pire des manières. Il n'y a pas de présomption d'innocence. Il a expliqué qu'il n'avait peur. Il a dit « Je n'ai pas peur de vous ou de vos alliés. Je place ma confiance en Allah ». Le réquisitoire a donc été avancé. Après celui-ci, ce sera au tour des parties civiles de plaider. Merci beaucoup Alexandra Guillet, pardonnez-moi, donc en direct de Bruxelles avec Gabriel Moret pour les images. Juste un point donc un peu technique peut-être, William, on s'attendait à ce que le procès donc dure jusqu'à jeudi, 4 jours, réquisitoire. Vendredi, pardon. Réquisitoire prévu normalement demain après-midi.
Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que c'est surprenant ou pas forcément? Non, vous savez, avant tout procès, il y a un audiencement qui est fixé et à tout moment, les juges peuvent faire évoluer en fonction, en fonction des débats, en fonction des gens qui parlent. Là, il se trouve que Salah Abdeslam oppose son droit au silence. Alors, pas tout à fait, parce qu'il a dit quelques mots, mais en tout cas, il ne répond pas sur le fond du dossier. Et donc, ce réquisitoire arrive en amont, un jour d'avance. Alors toute la question, ce sera de savoir si, parce que dans le planning initial, il était prévu qu'il y ait, après le réquisitoire, une journée de suspension pour que la défense prépare ses contre-arguments et prépare donc ses plaidoiries. Donc est-ce que demain, il n'y aura pas d'audience et ce temps sera consacré à la défense? On ne le sait pas encore, mais effectivement, il semble que ça s'accélère et que la fin du procès qui était initialement prévu vendredi après-midi soit probablement avancée en fonction des évolutions. Ce qui est certain, c'est qu'on n'aura pas vendredi après-midi un jugement, puisque le jugement devrait être mis en délibéré. Et en Belgique, il faut attendre environ un mois avant d'avoir le prononcé du délibéré qui, là, donnera la peine. Donc on ne saura qu'au mois de mars, en fait. Donc est-ce que cette accélération est due au contenu de ce qu'a pu dire Salah Abdeslam ce matin? Je voulais qu'on épluche un peu ses propos, parce que peut-être que c'est intéressant. Il a peut-être voulu orienter les débats. Quand il dit « mon silence ne fait pas de moi un criminel ni un coupable », effectivement, stricto sensu, là c'est une stratégie de défense. A priori, ce sont ses avocats qui lui conseillent ça, d'après vous? Pas certain. En tout cas, ça peut être complètement l'endoctrinement de Daesh. On ne sait pas finalement si Salah Abdeslam, comme son frère, parce que Abdelhamid Abaoud, pour le coup, lui, à coup sûr, était membre, on va dire, d'une cellule de l'État islamique qui était entraînée et préparée à commettre des attentats à l'extérieur. Il faut bien comprendre que l'État islamique a été fondé par des militaires, des officiers de l'État irakien. L'État irakien était très structuré en matière de renseignement, ce qu'on appelle les mukhabarat. Et puis, ils ont transféré ce savoir-faire à l'intérieur de l'État islamique. De sorte qu'il y avait un ministère, si vous voulez, de la sécurité et des renseignements, et une cellule spécifique chargée d'organiser les frappes à l'extérieur, enfin les attentats. Donc, est-ce qu'il en est ou pas? Ça, on ne le sait pas. Oui, mais ce qui est sûr, c'est que la préparation de ces gens, c'est, de mourir en action, et s'ils ne peuvent pas mourir en action, se supprimer. Pour ne rien dire et pour en dire le moins possible. Ils ne sont pas formés, si vous voulez, à faire une sorte de djihad verbal pendant un procès. Ils suivent cette vieille stratégie, absolument, d'après vous. À la lettre. Un peu plus loin, il dit il y a des preuves dans cette affaire, des preuves tangibles, scientifiques. J'aimerais que ce soit sur ça qu'on se base et qu'on n'agisse pas pour satisfaire l'opinion publique. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, effectivement, Driss Ait Youssef, ce nom de Salah Abdeslam, est répété en l'envie depuis presque 3 ans maintenant? Est-ce qu'effectivement, il n'y a pas ce risque d'en faire une star presque? Alors, il y a peut-être à lier cette réponse ou cette formule avec la première, qui consiste à dire que mon silence ne vaut pas forcément une preuve de culpabilité. C'est la question qui est posée si on ramène effectivement ce procès, qui est celui effectivement de la fusillade dans l'appartement dans la Planque, et qui, évidemment, pour un individu comme ça, va dire ce n'est pas parce qu'effectivement je garde mon silence que c'est moi qui ai tiré sur les policiers. Donc c'est peut-être ça que ça veut dire aussi. Oui. Donc voilà, donc il garde, donc stricto sensu, ça peut être simple. Après, dans le même temps, il est sur une position finalement assez classique. Ce sont tous ces individus complètement fanatisés, complètement radicalisés, qui ne reconnaissent qu'une justice, c'est la justice divine. Et tout le reste, ça ne compte pas. Voilà. Donc aujourd'hui, il a en face de lui des individus, en l'occurrence une femme, des hommes, qui effectivement donnent la justice au nom et pour le peuple et qui ne reconnaît absolument pas. Il le dit un peu plus loin, je n'ai pas peur de vous, je n'ai pas peur de vos alliés et de vos associés, je place ma confiance en Allah et c'est tout. Bien sûr. Ça, c'est pas surprenant. Non, ce n'est pas surprenant, c'est assez classique. Comme, si vous voulez, ceux qui évitent de se faire prendre, préfèrent se faire sauter ou préfèrent mourir en martyr, c'est bien évidemment, avec des formules, c'est de ne pas craindre évidemment les Occidentaux et de ne rendre compte qu'un seul, c'est Dieu et uniquement Dieu. Je rappelle la formule de Mohamed Merah,
vous aimez la vie comme nous aimons la mort. Et par conséquent, je n'ai pas peur de vous, on est dans une espèce de rhétorique qui est assez habituelle. Mais alors William, c'est vrai que finalement, toutes ces phrases-là dont on parle, il y en a une autre. Ce que je constate, c'est que les musulmans sont jugés, traités de la pire des manières, impitoyablement. Il n'y a pas de présomption d'innocence ici. Est-ce qu'il a envie d'amener les débats vers ce qu'il a envie ? Ou alors, c'est juste une rhétorique, une vieille rhétorique ancienne, et il n'y a pas de changement, parce que tout ça, il l'a déclaré dans une espèce de tirade, comme si elle était préparée. Déjà, il a le droit au silence, effectivement, et quand il dit que ce silence ne fait pas de lui un criminel, c'est vrai. Sauf que sur le fond, il est silencieux, il ne répond pas, mais effectivement, on pourrait dire qu'il utilise cette parole comme une tribune. À un moment, il dit que les musulmans sont mal jugés, sont jugés de façon injuste. Donc, on voit bien qu'il utilise quand même cette médiatisation et ce procès pour faire passer un message. Et ça, c'est dangereux pour vous ? Parce que certains vont l'entendre. Forcément, il y a certains chez qui ça va faire écho, ce genre de rhétorique. Il y a des facteurs qui sont infiniment plus dangereux que ceux-là. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de djihad à bas bruit qui se prépare. Là, on est dans une vague de gens radicalisés, prêts à partir à l'action. La dangerosité extrême, c'était le projet État islamique au Levant. Bon, là, on peut tirer un trait d'un point de vue militaire et opérationnel sur ce projet-là. Ce qui semble beaucoup plus dangereux, c'est la diffusion de l'idéologie radicale à la source, à la racine. On a vu récemment 25% des gens qui fréquentent assidûment les mosquées à Marseille, sur les communes de Marseille, seraient salafistes. C'est ce poison-là qui est beaucoup plus dangereux, parce que finalement, la maladie, elle commence à se propager par des idées. Et puis ensuite, il y a un temps d'incubation, et voilà. Donc ça, c'est infiniment plus dangereux que ces individus qui ont commis des crimes et qui vont rester sur leur position. Ce qu'il ne dit n'a strictement rien de surprenant. Non, Driss Ait Youssef. C'est un homme qui a évolué. C'est un homme qui a évolué parce que l'individu dépeint dans un certain nombre de procès-verbaux est un trafiquant de drogue, un alcoolique, donc quelqu'un qui n'a pas grandi dans la religion. Et c'est quelqu'un qui s'est donné au travers de cette organisation terroriste une certaine légitimité. C'est celle d'attaquer les Occidentaux au motif qu'ils envahissaient une partie de la Syrie, l'Irak, etc. Et aujourd'hui, il adopte une autre posture qui est celle de la défense des musulmans. On a l'impression que la prison lui a permis de s'idéologiser d'une certaine manière. Et donc, il a aujourd'hui un autre habit, c'est de dire « je vais défendre les musulmans opprimés dans le monde », comme si un terroriste comme ça, un individu comme ça, pouvait défendre la cause des musulmans opprimés dans le monde. Ce qui est quand même une évolution de l'individu qui n'était pas celui qui revendiquait trop aujourd'hui. Alors, juste une information qui vient de nous parvenir. 20 ans viennent d'être requis contre les deux prévenus, parce qu'il y a deux accusés. On parle de Salah Abdeslam, mais il y a aussi Sofiane Ayari. 20 ans. C'est la peine maximum. C'est la peine maximum qui est prévue par le code pénal belge. D'ailleurs, la procureure fédérale l'a rappelé à l'audience. Ils encouraient 20 ans de prison. Donc voilà le réquisitoire qui vient de tomber. Maintenant, la suite, ça va être les parties civiles qui vont expliquer leurs propres dommages. Et ensuite, derrière, viendra le temps de la parole est à la défense. Et l'avocat de Salah Abdeslam pourra contester le réquisitoire de la procureure fédérale. Et on va prendre des nouvelles tout de suite de familles de victimes, voir comment ce réquisitoire est pris. Nous sommes en direct avec Philippe Duperron. Bonjour, merci d'être avec nous en direct sur LCI. Vous êtes président de l'association 13 novembre 2015, Fraternité Vérité. On rappelle aussi que vous avez perdu votre fils au soir du Bataclan. Voilà le réquisitoire, donc 20 ans de prison requis. Déjà, votre première réaction ? La première réaction, c'est que ça ne paraît jamais suffisant, mais qu'au cas particulier, c'est le maximum de la peine, tel que Madame le procureur a pu le démontrer, puisqu'elle a fait une démonstration extrêmement complète elle a caractérisé les infractions et elle a décliné toutes les composantes des infractions après avoir exposé clairement que, contrairement d'ailleurs à ce qui était paru dans divers médias, la peine n'était pas de 40
différentes années, puisqu'elle n'est pas doublée, en dépit de ce que l'on pensait, la récidive n'ayant pas pour conséquence en Belgique de doubler la peine. Donc vous êtes plutôt, alors vous dites, on est toujours un peu déçu, mais quand même, j'ose pas utiliser le mot satisfait, mais c'est quand même la peine maximale. On ne peut, absolument, j'ai bien dit que on n'est jamais, ça n'est jamais suffisant, mais au cas particulier, c'est la peine maximale, et donc il me paraît, moi, tout à fait acceptable, et je suis effectivement satisfait de ce point de vue-là, que ce soit la peine maximale qui soit requise, bien sûr. Vous étiez évidemment ce matin présent lors de l'audience de Salah Abdeslam. Comment est-ce que vous avez réagi à ces propos qui sont un véritable défi à la justice ? Oui, effectivement, on ne peut qu'être révolté par ces comportements, mais en même temps, c'était des comportements que l'on pouvait craindre, que l'on pouvait attendre, parce que on savait effectivement qu'il avait jusqu'à aujourd'hui, il s'est muré dans un mutisme total dans la procédure dont il fait l'objet en France, et on voyait mal pourquoi il aurait pu changer d'attitude. Et donc le silence était là, ce qu'on pouvait d'une certaine manière espérer de mieux, et il est quand même allé jusqu'à aller beaucoup plus loin, puisqu'il a eu une attitude à la fois irrespectueuse et provocatrice, allant même jusqu'à dire à la présidente du tribunal qu'elle elle-même utilisait le procès à des fins médiatiques, alors qu'on voit bien que c'est là une inversion de culpabilité extravagante. Et vous, à titre personnel, vous avez réagi comment ? À titre personnel, c'est forcément, il y a une très forte intensité émotionnelle à se trouver dans la même pièce que ce seul des auteurs des attentats du 13 novembre, en tout cas sinon de ceux qui ont tenu les armes, de ceux dont on voit aujourd'hui, dont il a été démontré par l'instruction qui a été conduite, que sa participation est déterminante. On le voit ici encore dans l'interrogatoire qui a été, enfin pas l'interrogatoire, mais la reconstitution qui a été menée par la présidente pour Ayari. On voit bien que leur participation est déterminante et qu'elle remonte à très loin. Par conséquent, intensité émotionnelle très forte, et je ne peux pas dire que j'ai été déçu par l'attitude d'Abdeslam, car je ne pensais pas qu'il pourrait avoir une attitude différente. Évidemment, on va le rappeler, ce n'est pas le procès des attentats du 13 novembre. Pour autant, vous êtes présent, ça veut dire que c'était important pour vous, évidemment, mais peut-être que vous aviez aussi des attentes ? Non, il était légitime que nous soyons présents à ce procès, dans la mesure où c'est le premier procès qui a pour objet, qui a pour sujet plus exactement Salah Abdeslam. Ça n'est pas le procès des attentats du 13 novembre, mais c'est un procès de la personne qui a largement contribué à la réalisation des attentats. Et donc, nous devons être là. Il doit savoir que les victimes des attentats du 13 novembre, outre les victimes plus directes des faits en Belgique, sont dans la salle. On ne peut guère attendre de sa part la moindre prise en considération de ce que les victimes sont dans la salle, mais enfin, il doit le savoir, et nous sommes légitimement présents à cette audience. Légitimement présent, et d'ailleurs, un autre membre d'une association disait regretter une chose, c'est de ne pas avoir pu croiser le regard de Salah Abdeslam, puisqu'il vous faisait dos. Est-ce que c'est un regret que vous partagez ? Oui, bien sûr, on aimerait effectivement pouvoir observer mieux encore son attitude. On a eu l'occasion à un moment, lors de la première suspension d'audience ce matin, de croiser une œillade qu'il a lancée à son complice Ayari, et avec une morgue et un cynisme qui sont forcément douloureux. Merci beaucoup Philippe Duperron d'avoir pu réagir donc en direct sur notre antenne. Merci. Effectivement, on voit l'attente Driss Youssef peut-être sur cette attente des familles de victimes assez grande finalement, alors qu'encore une fois, ce n'est pas le procès du 13 novembre, mais on voit que tout est lié. Oui, on voit que tout est lié entre effectivement cet individu qui, semble-t-il, a joué un rôle très particulier, un moteur. Les victimes viennent
Et ça dépend, parce que vous avez des victimes qui viennent chercher des réponses, d'autres qui viennent effectivement parfaire leur deuil. Et donc c'est aussi voir l'individu qui, le seul rescapé des commandos, des attentats du 13 novembre, et donc la possibilité pour eux, en tout cas pour certaines de ces victimes, d'entamer un deuil. Pour d'autres, ça ne sera pas possible. Donc il y a vraiment pour ces familles de victimes d'avoir des réponses à leurs questions. Pourquoi ? Mais est-ce que dans ce genre de procès, on peut avoir ces réponses s'il continue cette stratégie ? Non, mais c'est commencer à venir chercher quelque chose, parce que c'est un individu qui concentre autour de lui beaucoup d'interrogations. Pourquoi un mutisme ? Pourquoi ne pas répondre ? Il n'a plus rien à... Il est en prison, il y restera manifestement. Donc il pourrait apporter un certain nombre de réponses. Il pourrait présenter des excuses, par exemple. Il pourrait, je ne sais pas, mais trouver en tout cas des réponses à des questionnements. Et ces questions, ces réponses, elles sont importantes pour ces familles. Et vu comment le procès a commencé, et vu ce que vous nous disiez, a priori, on ne les aura jamais de sa bouche. C'est ce qu'on peut craindre. C'est-à-dire ça peut évoluer pour vous. Un procès, qu'est-ce que c'est qu'un procès réussi finalement, que ce soit un procès en terrorisme ou pas ? C'est un procès dans lequel l'accusé, le coupable, si on établit les faits et s'il reconnaît sa culpabilité, va faire amende honorable, d'une certaine façon. Ceux qui disent, les psys, et ils ont raison, permet de faire le deuil et de se reconstruire. Ça, c'est un enjeu individuel dans des phénomènes qui sont des phénomènes de faits divers ou de meurtres individuels. Là, on est dans une autre catégorie, en quelque sorte. On est, et on le voit bien dans l'attitude d'Abdeslam, il veut créer un procès politique. En fait, sa position est une position politique. Et tout l'enjeu et tout le défi que lancent ces djihadistes, nous lancent ces djihadistes, c'est de ne pas renoncer à nos principes. Alors, les principes de la présomption d'innocence, les principes à un procès, le droit à un procès équitable, c'est un principe essentiel de la démocratie. Il ne faut pas brader ça. Néanmoins, on doit se poser la question, à mon sens, de savoir si ce type de procès, qui sont des procès pour meurtre en réalité, sont-ils adaptés à un phénomène qui est un phénomène politique, social, c'est-à-dire le fait qu'il y a un terreau sur notre territoire, ces fameux quartiers. Dans ces quartiers, il y a une économie parallèle. Dans cette économie parallèle, une culture, on va dire, antisociale ou une contre-culture agressive est en place déjà depuis 30, 40 ans. J'ai grandi dans ces quartiers, je peux en témoigner. Mais aujourd'hui, c'est complètement différent. Aujourd'hui, il y a une idéologie de haine qui les arme. Or, ce qu'il faut dire et ce que personne n'ose dire, c'est que le problème, ce n'est pas quand les attentats éclatent. Là, les magistrats, en plus, il s'agit souvent de procès d'assises, donc c'est le peuple qui va juger. Mais sinon, les magistrats sont tenus par la pression de l'opinion publique à requérir et à appliquer des sanctions maximales. Mais ce que personne n'ose dire, le problème est déjà là avec les revenants, ce qu'on appelle les revenants, c'est que la magistrature aujourd'hui en France est très largement contaminée. Toujours, c'est un phénomène générationnel. C'est les magistrats qui ont 40, 50 ans, ils ont une idéologie 68arde. Et ils commettent à mon avis un contresens terrible, ils pensent que ces djihadistes sont comme la bande à Bader, comme les terroristes d'extrême gauche, on peut pas les juger qui étaient, isolés complètement et coupés de leur base, mais on voit bien que ces gens à Molenbeek, c'était comme des poissons dans l'eau, comme dirait Mao Tse-tung. Ils étaient chez eux. Et on a eu beaucoup de mal pour les attraper. Deuxièmement, il y a le phénomène que cette idéologie n'est pas en perte de vitesse. On n'est pas dans les années 70 par rapport au communisme en 1917. C'est une erreur tragique de considérer que ça va se résoudre tout seul. Donc la question, et j'en conclus là, est-ce qu'il ne faudrait pas finalement avoir, je ne dis pas des procès de Nuremberg, mais enfin il faudrait quand même mettre à plat tout le phénomène de monter vers l'État islamique et que la société comprenne ce qu'était l'État islamique et qu'on torde le cou une bonne fois pour toutes avec un grand procès politique probablement à ce qui est terrifiant dans les banlieues, c'est-à-dire l'idéologie du complotisme. Parce que dans les banlieues, on pense que c'est le complotisme, on pense que c'est la CIA, on pense que c'est la DCRI qui sont derrière cet attentat. Et vous pouvez multiplier les images et ils n'y croiront pas une seule seconde. C'est votre avis ? C'est ça qui est absolument inquiétant. Saïd Youssef, peut-être s'adapter davantage ? Je pense que nos institutions ont besoin de s'adapter à une menace qui est nouvelle. C'est une menace qui, pour moi, est générationnelle. C'est-à-dire que l'immigration n'a pas débuté il y a quelques jours, et en particulier d'Afrique subsaharienne et du Maghreb. Donc, c'est une immigration qui s'est parfaitement intégrée et dans un islam parfaitement soluble dans les valeurs de la République. Aujourd'hui, nous avons une génération de jeunes issus, nés sur le territoire de
de la République, ayant fréquenté des écoles de la République et qui manifestement, pour un certain nombre d'entre eux, pas généralisés, ont tourné le dos à la République pour se rendre dans un théâtre d'opérations terroristes extérieures. Qu'est-ce que nous faisons de cette... D'abord, quel bilan nous tirons, quelles conséquences nous tirons de tout ça? Nous avons failli dans une politique en direction de la jeunesse, quartier. Je trouve que la suppression du service militaire, si on ne veut prendre que cet aspect, a été une erreur, la suppression du service militaire, parce que ça pouvait souder une génération, quelquefois ses origines culturelles, sociales, au travers d'un drapeau. Ça a été une erreur. Maintenant, il nous faut retravailler. Nos institutions ne sont plus adaptées. La menace, elle est exogène et endogène. Ce sont ces individus qui aujourd'hui, ces 12 000, 13 000, 14 000 sont radicalisés, fichés S. Ils ne présentent pas une menace pour l'ordre et la sécurité publique, mais ils présentent une menace pour la cohésion nationale de notre pays. Ce sont ces individus qui sont radicalisés et dans nos prisons qu'il va falloir traiter. Nous connaissons finalement très peu ce phénomène. C'est la raison pour laquelle nous n'arrivons pas à avoir des résultats très concrets. Il nous va falloir un petit peu de temps, mais ce temps, il nous faut le mettre à profit. Voilà, c'est du long terme, mais là, c'est l'urgence à traiter. C'est l'urgence à traiter. C'est effectivement ces individus qui sont dans nos centres pénitentiaires qu'il va falloir effectivement traiter. Et puis, encore une fois, la prison, comme le disait très justement Guillaume, la prison, le bon procès, c'est aussi une bonne peine. Mais la bonne peine, le bon procès, il faudrait ajouter, c'est un bon traitement de la peine. La réponse c'est comment la prison joue son rôle. Quel est le rôle de la prison? Faire prendre conscience à l'individu qu'il a commis un crime et un délit et qu'il est là pour le réparer, et ensuite le préparer à sa réinsertion pour éviter la récidive. C'est ça la mission de la prison, normalement. La mission, absolument, l'administration pénitentiaire ne peut plus jouer ce rôle. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a un phénomène nouveau, parce que vous avez une surpopulation carcérale à 59%. Donc tout ça, c'est compliqué. C'est très compliqué aujourd'hui à appréhender. Il nous faut des moyens. Alors juste un point technique. Là encore, William, quand on voit que 20 ans ont été requis contre eux. Alors, on va parler de Salah Abdeslam. Qu'est-ce que ça veut dire? Si jamais il était condamné à 20 ans de prison ici, il devrait purger sa peine en Belgique? Non, déjà, c'est un prêt de la France à la Belgique. Ça veut dire qu'à l'issue de ce procès, quelle que soit la peine donnée, il rentrera en France en détention provisoire parce qu'il y a la procédure, l'enquête qui n'est pas finie, qui est toujours à l'instruction de l'enquête des attentats du 13 novembre. Mais les faits qui lui sont reprochés sont bien plus majeurs que les faits qui sont reprochés à Bruxelles pour cette fusillade. En France, son avocat l'a présenté très rapidement comme un petit caïd des cités qui avait l'intelligence d'un cendrier vide. Voilà. Ce qu'on comprend quand même dans l'enquête du 13 novembre, c'est que Salah Abdeslam a joué un rôle majeur, central dans la logistique. C'est lui qui a conduit les terroristes du 13 novembre à Paris, c'est lui qui a loué les voitures, c'est lui qui a loué cet appartement avec sa propre carte bancaire, l'appartement conspiratif à Alfortville, là où la veille des attentats, les terroristes ont été hébergés. Donc il a joué, et puis surtout, on sait très bien qu'il avait une ceinture explosive et qui n'a pas fonctionné. On ne sait toujours pas si c'est lui qui ne l'a pas fait fonctionner ou s'il y avait un défaut de fabrication à l'origine. Ça, la question est toujours posée. Mais bon, il avait quand même cette ceinture explosive. Donc, sur les attentats du 13 novembre, il est considéré comme un élément clé de cette nébuleuse. Donc, si en France, il est condamné, imaginons, à la réclusion criminelle à perpétuité, il fera sa peine ses 30 ans en France, il sortira, il aura 56 ans, il pourra faire, il sera quinquagénaire, il pourra faire 20 ans ensuite en Belgique pour purger cette peine. Ah, donc c'est cumulable? Ah oui, tout à fait. C'est à l'issue de sa peine en France, il sera emprisonné en Belgique? Oui, une fois que la peine sera purgée côté français, la France le remettra à la justice belge. C'est une autre qualification, c'est-à-dire qu'il n'est pas jugé dans le même dossier. C'est pour ça que dans cette affaire, on ne parle ni de des attentats du 13 novembre et pas des attentats du 22 mars 2016 en Belgique. Donc effectivement, là, il sera jugé, une peine sera prononcée. À l'issue du jugement, à l'issue de la peine, lorsqu'il aura fait sa peine en France, il pourra faire l'objet d'une extradition dans le cadre d'une convention d'entraide judiciaire entre la France et la Belgique pour purger sa peine. Et il sera également peut-être jugé dans le cadre des attentats du 22 mars, mais également de la tentative d'attentat dans le Thalys. Donc on essaie de relier évidemment sa participation. Donc effectivement, ce procès, il est important parce qu'il va pouvoir garder un individu indéfiniment dans un centre pénitentiaire
pénitentiaire. Visiblement. Donc là, il n'y a pas de question. 20 ans, c'est aussi un message, c'est-à-dire c'est la peine maximale qui est requise par la procureure fédérale belge. C'est-à-dire que dans l'hypothèse d'un procès en France, on voit mal un procureur demander en deçà des 20 ans au regard des faits qui lui sont reprochés dans l'enquête 13 novembre. Voilà, ça veut dire que ça peut être, comment on peut dire, un pré-procès du 13 novembre. Est-ce qu'on peut en tirer des enseignements ? Est-ce qu'il y a quelque chose à tirer de ce côté-là ? C'est pas vraiment un pré-procès. Simplement, bien sûr que c'est dans le sillage du 13 novembre, puisque c'est pendant sa cavale, en fait, c'est pendant sa fuite en Belgique qu'il a commis ce qui lui est reproché là dans les attentats de Bruxelles, c'est-à-dire tentative d'assassinat dans un contexte terroriste, dans la qualification de la loi belge. Mais de la même façon, quand sa cellule a été neutralisée, les planques ont été découvertes, etc. Ensuite, ça a déclenché les attentats de Bruxelles. Alors, quel est le lien ? C'est pas bon. Mais la justice, si vous voulez, elle procède de manière méthodique. Il y a des faits qui sont qualifiés dans le cas du Code de procédure pénale, on les juge, et il n'y a que ces faits qui sont jugés, et d'autres faits seront jugés après. Mais on en revient finalement à cette logique de... les familles seront nécessairement déçues. On est face à des soldats fanatisés, pas à des meurtriers classiques. Et d'autre part, la société aussi, finalement, reste sur sa faim, d'une certaine façon. Parce qu'on a l'impression qu'ils ne feront pas amende honorable. Alors, qu'importe, après tout, ils vont purger leur peine, et 20 ans, 30 ans, 40 ans, bien sûr, c'est extrêmement long, et la société va être protégée. Mais d'une certaine façon, on aurait besoin, je pense, j'éprouve en tout cas ce besoin en tant que citoyen, et pour suivre ces questions depuis longtemps, qu'il y ait une sorte de... On lave son linge sale en famille, en quelque sorte. Vous voyez, ça c'est une expression. Alors bien sûr, du point de vue des services et du point de vue de la sécurité, faire en sorte que les gens ne reviennent pas. C'est plus pratique, et c'est d'une certaine façon, de manière opérationnelle, plus efficace. On voit bien ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que... Ce que vous êtes en train de dire, c'est sur la politique des revenants ? Exactement. Ce que le gouvernement laisse entendre, c'est-à-dire mieux vaut qu'il soit jugé sur place. Bien sûr, bien sûr. Mais d'une autre façon, d'un autre point de vue plutôt, on n'a pas cet effet choc, cet effet de choc sur l'opinion publique. Et l'opinion publique qu'on doit viser, c'est pas 90% ou 95% même des citoyens. Ce sont la petite minorité, parce que Driss a absolument raison, c'est bien sûr, ce ne sont pas tous les enfants de l'immigration, évidemment. C'est une petite partie des enfants de l'immigration, pas seulement d'ailleurs. Hein. On tend maintenant... Vous savez, il y a des effets de balancier. Alors, il fallait absolument nier qu'il y ait le moindre lien entre l'immigration et puis les islamistes djihadistes. Maintenant, c'est plus possible. Et après, on nie aussi maintenant la part des convertis. En réalité, il y a des convertis. Donc, c'est une minorité. Néanmoins, c'est une minorité qui, j'insiste, est concentrée géographiquement. Il y a des points de fixation géographiques, ce sont ces fameux quartiers. Donc on pourrait se focaliser. Ah, mais c'est pas qu'on pourrait, c'est que ça va poser un problème d'ordre public dans les 20 ans à venir. C'est extrêmement dangereux, cette situation. Alors évidemment, ça ouvre notre débat passionnant, mais juste pour conclure sur Salah Abdeslam. Juste effectivement sur le pré-procès. Le pré-procès, il est actuellement en cours. C'est le procès Ben Daoud, le logeur de Daesh. Oui. C'est là, puisque effectivement, si effectivement il y a un procès qui est en cours, il y a aussi la participation des parties civiles. Et on se souvient du procès Abdelkader Amera, où globalement les avocats des parties civiles n'avaient globalement pas joué le jeu du travail collaboratif. Là, aujourd'hui, c'est le cas. Il y a un très beau travail qui est fait des parties civiles, ce qui tend à démontrer que c'est aussi en marchant qu'on apprend, et c'est de bon augure pour la suite. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous. Restez avec nous, le journal tout de suite. Sylvia Micon, on se retrouve juste après pour l'interview politique du 16h. À tout à l'heure.